Alors, dans la dernière partie de l'ouvrage, je trouve que vous êtes plutôt dans le développement personnel et vous incitez les gens à vous hacker eux-mêmes. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples de changements qu'il faudrait opérer en soi pour être un hacker? Je pense que le corporate hacking, plutôt qu'une question de face à une posture où on subit les choses, la réponse, c'est pas la rébellion, je crois pas. La réponse, c'est l'affirmation. Et c'est ça qu'il faut réussir à mettre en place, c'est réussir à s'affirmer dans ce qu'on est. Et encore une fois, je trouve que, vous connaissez c'est un peu coupé, il y a un chercheur qui a publié qui parle de paradoxe de la médiocrité, je crois. Non, le syndrome de la médiocrité. Il s'appelle Andrew Spicer, je ne me souviens plus exactement du nom du syndrome qu'il a donné. Mais en gros, il part du postulat que les grandes entreprises recrutent les meilleurs talents, dans les meilleures écoles. On va chercher vraiment les gens les plus compétents possibles, on veut les meilleurs des meilleurs. Et ces gens-là, une fois qu'ils sont recrutés, étonnamment, on cherche à exploiter chez eux le plus petit dénominateur commun. Plutôt que de chercher la singularité, ce qui les rend vraiment excellents, on va chercher chez eux ce qui les rend intégrables à la structure et normatifs. Et moi, je pense que la force des startups aujourd'hui, pourquoi les jeunes, parce que vous avez vu quand même, je ne sais pas s'il y a une grosse fuite des talents dans le monde startup, ou pour faire de l'entrepreneuriat, ou pour rejoindre des startups, c'est pas juste parce que c'est sympa et que c'est cool. C'est à la rigueur, n'importe qui peut devenir sympa et cool, c'est pas le sujet. C'est parce que dans une start-up, quand on est une petite boîte, exploiter les singularités des gens, c'est une nécessité vitale. Et si tu es très bon à un endroit, mais bien sûr que je vais te permettre de développer cet endroit-là, parce que le fait que tu sois impliqué et que tu développes ça va me faire du bien à moi aussi en tant que patron de boîte, etc. Et c'est le fait de développer ces singularités-là que je trouve absolument essentielles aujourd'hui dans les grandes entreprises. Et pour preuve, dans les activateurs, pour revenir à eux, donc montés il y a 2 ans et demi, je crois que sur les 10 fondateurs, enfin les 10 personnes les plus engagées au départ de l'association, ils ont tous fini par partir de leur boîte. Corinne Werner, je peux vous les citer, qui était à la Française des Jeux, elle est partie et elle est embauchée à The Camp, qui est un campus d'innovation à Aix-en-Provence, un truc super innovant, extrêmement intéressant, etc. Héloïse Loret chez Cardiff, qui a monté une super structure d'innovation là-bas, elle a fini par partir pour rejoindre une petite boîte. Fabrice Poussière, fondateur des activateurs, qui était au CODIR de Safran Analytics, pardon, il vient de partir pour rejoindre une boîte de 3 personnes qui hackent les organisations. Il y a vraiment, comme ça, à un moment, un début de fuite des talents. Alors, c'est peut-être pas les grands hauts potentiels qui sont extrêmement bien notés, extrêmement bien payés, qui sont sur des pipes, c'est tous les autres qui sont très motivés, potentiellement très bons, mais qui aujourd'hui ne trouvent pas d'écho et ne se sentent pas assez. C'est même pas valoriser le terme, parce que je ne pense pas que ce soit une question de valorisation. Je pense que c'est une question, encore une fois, de développement et de pouvoir à un moment s'étendre dans ce qu'on est et dans ce qu'on peut développer au travail. Et ça, c'est extrêmement important. Et quand je dis qu'il faut se hacker soi-même, c'est parce que nous-mêmes, on n'y croit plus. Moi, je me suis longtemps cru très inapte au travail. Ce qui fait que d'ailleurs j'ai jamais pu être salarié en fait, parce que je suis arrivée, moi je me souviens de mon premier jour de stage à la Défense, je me suis dit mais on m'a dit tu fais du manuel qualité, je me souviens même plus du poste, je ne comprenais pas ce qu'on me demandait, je me suis dit mais je ne sais pas faire, quoi. Ils sont trop intelligents pour moi. Non mais je le pensais vraiment, hein. Je ne comprends pas, ça me dépasse, quoi. Je suis nulle. Et ma première réaction ça a été de me dire ça, en disant je suis nulle, et du coup alors qu'en fait, j'étais pas plus nulle qu'une autre ou que quelqu'un d'autre, c'est pas le sujet, c'est juste que ça n'avait pas forcément de sens, mais je me suis pas reposée, je n'ai pas questionné, j'ai pas dit mais ça je ne comprends pas, expliquez-moi, est-ce que ça a vraiment du sens, est-ce qu'on peut faire comme ça ou différemment, etc. Et il y a une petite histoire là que je suis en train de lire, c'est un enfant qui va au cirque et qui regarde un grand éléphant très fort, et il voit que l'éléphant il est attaché, avec son pied attaché à un petit poteau là, et il dit mais pourquoi l'éléphant, il a la force l'éléphant d'envoyer valser le poteau là, pourquoi il ne le fait pas? Et il cherche à comprendre, en fait il s'aperçoit que depuis tout petit, c'est les gens du cirque qui lui expliquent, depuis tout petit, l'éléphant quand il était tout petit et qu'il n'avait pas la force, on lui a dit tu vois tu n'en es pas capable. Et c'est pas qu'il n'en était pas capable, c'est que c'était pas le moment ou pas le contexte, etc. On lui a dit une fois, 2 fois, et donc il a internalisé, il pense que depuis, il n'en est pas capable et il en est resté là. Et je pense que des fois, pareil, on a internalisé comme ça tout un tas de contraintes, etc., et qu'on ne se sent pas capable, ou pas en légitimité, ou pas en droit à faire certaines choses, alors qu'en fait, si on s'affirme un peu, de façon simple,
ça se passe bien. Et pour en discuter avec plein de patrons, PDG, et des gens à haut niveau aujourd'hui qui ont lu le bouquin étonnamment alors qu'il n'était pas fait pour eux, les gens me disent, c'est ce que je cherche. Moi, ce que je veux dans mes équipes, c'est des gens qui arrivent en face de moi et qui me disent, j'ai envie qu'on fasse différemment et je suis prêt à leur laisser un espace de liberté, d'émancipation, etc. Donc en fait, il y a en haut des gens qui ont envie qu'on les hack et qu'on change les choses. En bas, pas tous, hein, mais il y en a quand même un certain nombre. En bas, des gens qui ont envie de faire différemment, mais ça ne se parle pas assez et il suffit quelque part à un moment juste d'affirmer et de prendre la place. Et puis après, il y a tous nos biais cognitifs. Mais ça, il faut juste lire un super bouquin qui s'appelle Cerveau lent, cerveau rapide par Kahneman, c'est ça, je crois, qui va vous décrypter un peu tous les biais cognitifs de notre cerveau et qu'il faut savoir hacker juste parce qu'on a tendance à embaucher la personne qui va avoir la mâchoire carrée et qui a une tête de leader, alors qu'en fait, elle est potentiellement beaucoup moins bonne que quelqu'un qui n'a pas ce faciès-là, mais qui aura toutes les bonnes compétences. Voilà, on a plein de biais comme ça. Cognitifs qui pourrissent un peu la vie sans qu'on s'en aperçoive, et si on les décrypte, donc si on se hack un peu soi-même à cet endroit-là, du coup des fois ça simplifie un peu la vie. Et quelles sont les qualités d'un bon corporate hacker alors? L'envie, l'implication, l'apprentissage permanent, il faut apprendre. Je trouve qu'on a tendance à croire qu'au bout d'un moment on est arrivé et qu'on n'a plus à apprendre des choses. Google est génial, quoi. Les MOOC sont fabuleux, on devrait être en apprentissage permanent, surtout en ce moment, et être tout le temps dans cette curiosité, toujours croire qu'on est en capacité à faire les choses, savoir trouver les bons alliés, aller demander de l'aide et pas chercher à tout savoir, un rapport au pouvoir qui est, du coup, à mon avis, beaucoup plus... le pouvoir, c'est pas être... c'est pas dominer les gens ou savoir, ou se dire que c'est nous qui détenons l'autorité ou le contrôle là-dessus, c'est la capacité à faire des choses. Et donc, c'est se mettre en capacité A plutôt que de chercher à contrôler. C'est cette envie permanente de se dire, voilà, moi j'ai envie de faire ça, je pense que là ça dysfonctionne, j'ai envie de tester, j'y vais, je tente, ça marche, c'est super, ça marche pas, c'est pas grave, mais je le sais vite. Et c'est un autre rapport au risque, et je vais peut-être finir là-dessus, parce que je pense que j'ai parlé longtemps. On a un rapport au risque qui est quand même pareil, un peu biaisé, je trouve. Et j'ai assisté à une conf à South by Southwest, qui est une conf à Austin, aux États-Unis, hyper intéressante, d'un Allemand, qui dit, voilà, moi je voulais ouvrir un bar à bière. Il avait 45 ans, 3 enfants, et il avait envie de quitter son job pour ouvrir un bar à bière dans sa petite ville. C'était une petite ville. Normalement, s'il veut faire ça, il dépense 350 000, 400 000 euros il fait un prêt à la banque, il achète un fonds de commerce, etc. Il teste son concept, et puis il ouvre, et puis il croise les doigts pour être sûr que ça marche ou que ça ne marche pas. Potentiellement, il a fait une étude de marché avant, mais bon, globalement, il prend quand même un super gros risque. Ce qui va faire que la plupart du temps, très peu de gens prennent ce risque-là quand ils ont 3 enfants, un prêt, une maison, etc. C'est compliqué de le faire comme ça. Alors du coup, ce gars-là, il a changé son rapport au risque, il a suivi un peu les théories Lean et puis etc., de tous ces gens-là. Il s'est dit, bon, moi je suis prêt à perdre 5 000 euros. 5 000 euros, je suis prêt à les mettre. Je les perds, c'est pas grave, je les investis et ça marche, génial. Mais je suis prêt à perdre 5 000 euros. Et donc, qu'est-ce qu'il peut faire avec 5 000 euros pour tester un peu son idée et son envie et être sûr que ça marche ou que ça ne marche pas? Avec 5 000, qu'est-ce qu'il a besoin de valider? Parce qu'en fait, c'est ça la question. C'est quelles sont les hypothèses primordiales qu'on a besoin de valider pour pouvoir faire ça et pouvoir prendre un risque plus gros derrière? J'ai besoin de valider que l'emplacement est à peu près le bon, parce que dans le commerce, l'emplacement, c'est quand même la clé, on le sait. Que les gens ont envie ont envie de boire de la bière et qu'ils aiment la bière que je vais vendre. Et qu'ils sont prêts à peu près à l'acheter au tarif auquel je suis prêt à la vendre. Mais bon, ça, le tarif n'est pas forcément le sujet, parce qu'il n'allait pas faire des tarifs très, très différents. Par contre, le local... c'est pas si important que ça au final sur une première version. Donc ce gars-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait il a tracté. Il a créé un nom, il s'est inventé un nom, je ne sais pas comment ça s'appelait. Il a tracté, il a invité les gens à venir et pendant 1 semaine ou 2 semaines, il a ouvert son bar. Mais pour ouvrir son bar, alors les pop-up stores n'étaient pas encore à la mode et puis potentiellement on va dire que ça aurait coûté trop cher et il a fait des murs en carton. Il a demandé à sa mairie l'autorisation, il a fait un faux bar avec des murs en carton, il a fait des jolis dessins dessus pour que ce soit un peu sympa, mais en fait le lieu n'était pas important, donc il a ouvert son truc en carton avec de la vraie bière à l'intérieur, une vraie carte, les consommateurs qui venaient, revenaient ou pas, etc. Et il a testé son concept. Et l'histoire ne dit pas, en tout cas il ne l'a pas dit, si il a ouvert son bar à bière ou pas à la fin, mais en fait c'est pas très grave, parce que l'important de l'histoire, il a raison, n'est pas là, l'important de l'histoire c'est que si ça n'a pas marché, il s'est amusé, il a pris plutôt,
il est allé au bout de son idée, c'est quand même, ça fait du bien dans la vie d'aller au bout de ses envies, de ses désirs, on se sent quand même plutôt épanoui à la fin, même si ça n'a pas marché. Et puis, il a la réponse, il sait si potentiellement il est en capacité à l'ouvrir ou pas. Et si ça n'a pas marché, il n'a fait que perdre 5 000 €, et voilà, c'est pas la mort. Et ce rapport au risque-là, je trouve qu'il est intéressant et qu'on devrait essayer de plus se l'appliquer, parce que tout n'est pas forcément une grande rupture de carrière, etc. C'est juste cette stratégie des petits pas qui est important dans le corporate, dans cet état d'esprit-là, qui est de dire, je vais d'abord faire ça, et puis je vais avoir et je vais apprendre, et puis je vais améliorer, ou je vais faire autre chose, je vais pivoter, je vais faire autrement. Alors, tu veux en finir, mais moi j'ai encore quand même 2 questions. Alors, il y a des critiques qu'on voit aujourd'hui apparaître envers le corporate hacking. Il y en a une que j'ai lue récemment qui dit mais ça ressemble beaucoup à l'intrapreneuriat qu'on a vu naître dans les années 90, et l'intrapreneuriat, ça n'a pas marché. Alors pourquoi le corporate hacking, ça marcherait? Alors déjà, je ne pense pas que le corporate hacking ait vocation à marcher ou pas. Il y a eu un article pas mal aussi qui disait le but du corporate hacking, c'est qu'il n'existe pas. C'est comme le chat de, je sais pas quoi. Enfin, en gros, ça n'a pas vocation à devenir une nouvelle forme d'organisation. D'ailleurs, quand les codires sont venus nous voir en disant il faut monter un dispositif de corporate hacking, à chaque fois, ça n'a pas marché dans le côté scale du truc, parce que c'est très compliqué de le commander, parce que du coup, il y a forcément tout de suite des notions de KPI, etc. C'est vraiment une question d'attitude, c'est ça qui est intéressant. L'intrapreneuriat, c'est souvent à vocation d'innovation. C'est ce qu'on veut dans l'intrapreneuriat, en tout cas, quand ça a été inventé dans les années 90, c'est ça? C'est si vieux que ça? Ok. C'était sortir en interne des idées d'innovation ou que la boîte pourrait intégrer ou qu'elle pourrait excuber, sortir, etc. Dans le corporate hacking, on peut tout améliorer. Il y a eu des hackers, des gens qui se sont dit vous plaidez la transparence dans l'organisation, vous parlez de culture transparente, d'égalité, etc. Mais les places de parking, elles sont toujours, celles devant, elles sont toujours pour les boss, et plus moins tu es placé dans l'organisation, et plus tu es loin. C'était aux États-Unis, je crois. Du coup, ils ont hacké les places et ils ont dit voilà, transparence oblige, ou je sais pas quoi, égalité oblige. Il y a ce côté un peu culturel, tout n'a pas vocation à être un super produit innovant, etc. Donc ça, pour moi, c'est la première différence. Et puis, l'intrapreneuriat, c'est un dispositif, encore une fois. Le problème, d'ailleurs, de l'intrapreneuriat, c'est quand même que c'est super contrôlé à plein d'endroits. On va faire un appel à idées. Souvent, chez moi, c'est différent, mais ça revient toujours un peu au même. On fait un appel à idées. Il y a un comité de pilotage qui décide qui sont ces bonnes idées. Comme par hasard, le comité de pilotage, c'est des gens super haut placés plutôt que des gens super compétents sur les sujets en question, ce qui déjà est un peu étonnant. Et puis on va sélectionner 5 idées, et du coup quand on mise sur 5 trucs, il faut que ça marche derrière. Alors qu'un bon dispositif d'intrapreneuriat, ça devrait être l'inverse, ça devrait être, on fait en sorte de tester un maximum d'idées, et plus on va échouer, plus on va invalider d'hypothèses, et plus on aura réussi à mettre en place une culture de l'intrapreneuriat. Donc voilà, c'est un dispositif, c'est comme, on rejoint un truc qui est beaucoup trop, à mon avis, structuré. Mais c'est en train de changer. L'intrapreneuriat aujourd'hui, quand on en parle avec des grandes entreprises aujourd'hui, c'est presque en train de devenir l'élément culturel, et pas forcément sur les méthodes de travail et sur des structures pour faire les choses un peu autrement. Alors cette fois, c'est la dernière question. Et puis la personne qui a écrit cet article est quand même prof à l'EM Lyon. Oui. Et son job était quand même de... Enfin, il a quand même un rapport très classique au pouvoir, si je puis me permettre, donc il avait envie de plaire à haut. Ah, c'est possible, mais on le connaît bien, on l'a rencontré il y a 2 ans. Mais on l'a invité aux activateurs à venir débattre, et il a dit oui, puis il est pas venu. Bon. Alors ta société, Noda, a mis un petit jeu qui s'appelle Petit Hack entre amis. Alors est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Je ne sais pas si il est là ou pas. Oui, il est là. Non, c'est un petit jeu en mode... ça sert à quoi? Ça sert à essayer de se mettre un peu dans la peau d'un corporate hacker et à apprendre des techniques. Voilà, c'est un jeu d'acculturation sur le sujet. C'est parce qu'on aime bien faire des jeux. Du coup, quand on fait un truc, on en fait un outil. Voilà. Mais c'est un petit jeu, il y aura un crowdfunding sur le sujet, si vous voulez, ce sera en mai. Voilà, mais c'est pour s'amuser un peu à être un hacker, et ça marche très bien sur des publics un peu direction, parce qu'il y a un vrai plaisir à désobéir, et on est, par le médium du jeu, on peut aller dans des désobéissances qu'on n'assumerait pas forcément le reste du temps. Très bien, merci Marie-Noéline. Alors maintenant, on va peut-être prendre des questions de la salle, s'il y en a.